De même que les glaçons fondent au soleil pour donner de l'eau, les expériences montrent que, quand on revient aux conditions de chaleur extrême du Big Bang, l'électromagnétisme et l'interaction faible se fondent et s'unissent en une seule force, dite électrofaible. Et si on rembobinait encore un peu plus le film cosmique, la force électrofaible s'unirait à l'interaction forte pour donner une grande superforce. Même si cela n'est pas encore prouvé, la mécanique quantique était désormais capable d'expliquer le fonctionnement de 3 des forces à l'échelle subatomique. Et soudain, voilà qu'on avait une théorie cohérente de la physique des particules élémentaires qui permettait de décrire toutes les interactions, faibles, fortes et électromagnétiques, dans le même langage. Tout se tenait. Et tout est dans les manuels. Tout convergeait vers une représentation simple des particules et des forces connues, qui a fini par s'appeler le modèle standard. Je crois que c'est moi qui l'ai baptisé ainsi. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Devenus les coqueluches de la communauté scientifique, les inventeurs du modèle standard reçoivent un prix Nobel après l'autre. Mais derrière les roulements de tambour se cache une omission flagrante. Le modèle standard explique 3 des forces qui régissent l'univers de l'infiniment petit. Mais il passe sous silence la force la plus connue, la gravité. Ce qui ne l'empêche pas de s'imposer, rejetant dans l'ombre la théorie des cordes. En 1973, seule une poignée de jeunes physiciens se débat encore avec les équations obscures de la théorie des cordes. L'un d'eux, John Schwartz, s'emploie à résoudre ces nombreuses bizarreries. Entre autres, celle d'une mystérieuse particule sans masse prédite par la théorie, mais jamais observée dans la nature. Et toute une série d'anomalies ou d'incohérences mathématiques. On a passé un temps fou à tourner tout ça sous tous les angles. On a essayé par tous les moyens de parvenir à 4 dimensions et de se débarrasser de cette particule sans masse. Mais on arrivait toujours à un résultat bancal et peu convaincant. 4 ans durant, Schwartz s'efforce de dompter les équations indisciplinées de la théorie des cordes en les changeant, les ajustant, les combinant et les recombinant de différentes façons. En vain. Sur le point d'abandonner, il lui vient soudain une idée géniale. Et si ces équations décrivaient la gravité? Mais cela veut dire qu'il faut revoir complètement la taille de ces minuscules brins d'énergie. Jusqu'à ce moment-là, on ne pensait pas à la gravité. Mais dès que l'idée nous en est venue, il nous a fallu changer radicalement notre vision de la taille des cordes. Si on suppose que les cordes sont 100 milliards de fois plus petites qu'un atome, l'un des défauts de la théorie devient une qualité. Il apparaît que la mystérieuse particule dont John Schwartz a désespérément essayé de se débarrasser est en fait un graviton. La particule longtemps cherchée, censée transmettre la gravité au niveau quantique. La pièce qui manquait au modèle standard vient de se mettre en place. Schwartz soumet pour publication sa théorie révolutionnaire décrivant le fonctionnement de la gravité dans l'univers subatomique. Si les cordes décrivent la gravité à l'échelle quantique, elles doivent être la clé de l'unification des 4 forces. Schwartz est rejoint dans sa quête par l'un des seuls autres chercheurs prêts à miser toute leur carrière sur les cordes, Michael Green.
Mais pour que la conviction de Green porte ses fruits, lui et Schwartz allaient devoir reconnaître qu'au début des années 80, on trouvait dans les théories des cordes nombre d'aberrations mathématiques qu'on a appelées anomalies. Une anomalie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'étrange ou disons de déplacé, qui n'a rien à faire où on la trouve. Là, ce genre d'anomalie est simplement bizarre. Mais en mathématiques, les anomalies peuvent signifier l'arrêt de mort d'une théorie physique. Elles sont un peu compliquées, alors voici un exemple simple. Disons que nous avons une théorie dans laquelle ces deux équations décrivent une propriété physique de notre univers. Or, si je résous l'équation qui est ici et trouve que x égale 1, et qu'ensuite je résous cette équation-là et trouve x égale 2, je sais que ma théorie a des anomalies parce qu'on sait tous qu'il ne peut y avoir qu'une seule valeur de x. À moins que je puisse revoir mes équations pour obtenir la même valeur de x de chaque côté, ma théorie s'écroule. Après avoir bataillé pendant 5 ans contre les anomalies de la théorie des cordes, Schwartz et Green parviennent enfin au but un soir de l'été 1984. Tout le monde pensait que la théorie était incohérente à cause de ces anomalies. Or, pour une raison inexplicable, j'étais sûr qu'on se trompait et je me disais, la théorie des cordes est forcément juste, il ne peut pas y avoir d'anomalies. Alors on a décidé de les calculer. Tout se réduit à un unique calcul. D'un côté du tableau, ils trouvent 496. S'ils obtiennent le même nombre de l'autre côté, ils auront prouvé que la théorie des cordes ne contient pas d'anomalie. Je me souviens d'un moment où John Schwartz et moi étions devant le tableau en train de calculer ces nombres qui devaient correspondre exactement. Il y avait des éclairs et du tonnerre, un violent orage avait éclaté à Aspen, et j'ai dit en plaisantant quelque chose comme « On doit être vraiment tout près, parce que les dieux essaient de nous empêcher de finir ce calcul. » Et effectivement, ça correspondait. Ce 496 des deux côtés signifie que la théorie des cordes ne comporte pas d'anomalie. Et que mathématiquement, elle est capable de rendre compte de chacune des 4 forces. Et on a constaté que les cordes pouvaient non seulement décrire la gravitation, mais aussi les autres forces. On avait enfin la possibilité de réaliser le rêve poursuivi par Einstein, unifier les différentes forces au sein d'un système plus large. Ça a été un moment extraordinaire. Parce qu'aucune théorie n'avait jamais réussi à faire ça. Cette fois, la réaction est explosive. En moins d'1 an, le nombre de théoriciens des cordes passe d'une poignée à plusieurs centaines. Jusque-là, je ne m'étais jamais exprimé sur le sujet plus de 5 minutes dans d'obscurs colloques. Et brusquement, voilà qu'on m'invitait partout pour donner des conférences. La théorie des cordes est rebaptisée la théorie du tout. À l'automne 1984, je suis venu ici, à l'université d'Oxford, entamer mes études de physique du 3e cycle. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une affiche annonçant une conférence de Michael Green. Je ne le connaissais pas encore, mais je dois avouer que je ne connaissais pas grand monde à l'époque. Comme le titre de la conférence était quelque chose du genre « La théorie du tout », il est évident que je ne pouvais pas résister. Cette nouvelle version élégante de la théorie des cordes semblait capable de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. Voici comment. À l'intérieur de chaque grain de sable, il y a des milliards de minuscules atomes. Chaque atome est composé de plus petites bribes de matière, les électrons, qui tournent autour d'un noyau fait de protons et de neutrons, eux-mêmes faits de bribes de matière encore plus petites, appelées quarks.